Salut, c'est Marc et bienvenue dans Catch Up numéro 17, votre podcast hebdomadaire des cahiers du catch. Aujourd'hui, je suis accompagné par non pas un, mais deux chroniqueurs. Tout d'abord, le retour de l'enfant mal aimé, Raphaël. Salut. Ça fait plaisir d'être accueilli ainsi, bonsoir. Non, mais il a eu son title shot. On l'a rebooké et voilà, il est de retour 3 semaines après. Rebuild. Rebuild, redesign, tout ça. Et on a bien sûr Ringside. Salut. Ringside qui ne me lâche plus. Non. On est un véritable power couple. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler du Monday Night Raw du 15 août, qui se déroulait à l'American Bank Center de Corpus Christi, au Texas. Donc pour une fois, on a toutes les informations. Hein. J'espère que vous saluerez ça dans les commentaires. Et donc, petite correction de la semaine dernière. J'ai dit, alors je ne sais plus si c'était dans Raw ou SmackDown, enfin l'un des deux podcasts. J'ai dit que Jinder Mahal était contre Sami Zayn, mais il était contre Jack Swagger à Main Event. Et Sami Zayn a eu le privilège et le plaisir de se battre contre Curtis Axel. Voilà. La petite question de YouTube qu'on a tirée de nos nombreux commentaires qu'on n'arrive plus à compter, c'est Julien M qui commentait, il me semble, sur le podcast de SmackDown sur Heath Slater, mais qu'on verra du coup à Raw ce soir, donc il est pas rattaché à une brand ou une autre. Il disait, pour rester sur le thème des free agents, selon vous, quel est le futur sur le court et moyen terme de Heath Slater? Sa pop auprès de la foule était pas mal au début de son mouvement free agent. Donc voilà, rapidement. Alors bien sûr, on va en reparler ce soir avec une autre séquence qu'il a eu, mais en prenant en compte ce qui s'est passé ce soir, est-ce que vous voyez quoi pour le futur de Heath Slater? Je pense qu'on va continuer sur ces petites histoires chaque semaine. On va le voir 2 fois par semaine dans chaque show, et puis je pense qu'on va continuer sur cette espèce de truc un peu rigolo. Je sais pas si ça ira plus loin que ce truc un peu comédie, mais en tout cas moi je trouve ça bien sympa. Après concrètement, je sais peut-être un titre intermédiaire pendant un temps, à la manière de, comment il s'appelait, Santino Marella, mais beaucoup plus, je pense pas. Ouais, là pour cette semaine, on continue visiblement le gag du free agent. Je sais pas jusque quand ça va durer, ça va être un petit peu l'équation à trouver, réussir à se renouveler à chaque fois, que ça reste drôle et que ça reste pas trop long non plus, parce que ça va nous saouler à force. Mais effectivement, une fois qu'ils vont finir cette histoire et que soit Raw soit SmackDown l'engagera vraiment, il perdra du coup son petit côté exclusif et rigolo. Donc que deviendra Heath Slater, je ne saurais le dire. Oui, moi j'ai à peu près le même avis. De toute façon, je pense pas qu'ils construisent grand chose. Ils lui laissent juste la place pour faire ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire être drôle et entertaining. Donc voilà, je pense pas qu'il faut y réfléchir beaucoup sur Heath Slater. Hein. Il a pas, je pense pas qu'il a sa place plus haut que ce qu'il fait maintenant, ce qui est très sympathique. Et puis lui donneront peut-être des vrais matchs, mais je le vois pas aller chercher une ceinture. On va passer donc à ce Monday Night Raw du 15 août qui a commencé avec une promo de Seth Rollins sur un parking devant un palmier, et il dit qu'il est en train de rechercher le Demon King et non pas le Demon Kane. Hein. Donc il l'appelle, il dit où es-tu Demon King, et personne ne répond, et voilà, c'était le segment. On retrouve ensuite Lana et Rusev dans le ring. Je demande pas de commentaires sur ce segment parce que bon, ça va continuer dans la soirée, on fera le bilan après. Mais donc on retrouve Lana et Rusev dans le ring. Rusev se plaint et dit qu'il n'y aura pas de Monday Night Raw tant que Roman Reigns ne s'excusera pas pour avoir balancé sa magnifique fiancée dans son gâteau de mariage, enfin son nouveau gâteau de mariage, parce qu'il avait déjà fait son mariage. Mais Mick Foley arrive, Rusev l'insulte, lui dit qu'il a jamais rien fait de... Enfin,
en clair, il nie quasiment toute la carrière de Mick Foley, quoi, à chaque fois qu'il parle. Il le prend il le traite de GM de merde, etc. Rousseff dit par contre quelque chose de très juste. Il dit Roman Reigns n'a même pas gagné son title shot pour l'US Championship. Et donc il appelle Stephanie McMahon la vraie GM, hein, celle qui prend les bonnes décisions, puisque voilà, c'est la GM heel soi-disant. Et Stephanie arrive et Rousseff lui dit faut résoudre tout ça, etc. Sinon attention, hein, moi je menace de partir à SmackDown. Et à ce moment-là, Reigns arrive. Il fait un bon vieux trash talk sur Rousseff. On remarque aussi, alors je sais pas d'où c'est venu, mais il a un œil au beurre noir et une coupure sur le côté de l'œil gauche. Et donc bref, ça se trash talk, hein, classique. Et puis Reigns, au bout d'un moment, demande un match tout de suite. Hein, il veut lui casser la gueule tout de suite. Et Rousseff, au début moyen chaud, mais en fait il accepte pour défendre l'honneur de sa femme. Et Mick Foley, en grand booker, dit ok, voilà. Et donc on a en main event pour ce soir Roman Reigns contre Rousseff pour sauver l'honneur de Lana. Allez-y. C'est à nous. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Ben, c'était un opener sympa. Bon, même si c'était que du blabla. Après, c'est étrange la décision de lancer comme ça un match qu'on va avoir à SummerSlam en main event. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est Rousseff au final. Je trouvais assez impressionnant cette semaine. Très charismatique, il assurait au micro. Et voilà quoi, c'était une bonne surprise de le voir comme ça assuré autant, pas se démonter devant Roman Reigns. Bon, Roman Reigns c'est toujours un peu en version face rigolo. C'est pas ce qui m'enchante le mieux. Moi je préfère quand il est badass. Mais moi j'étais impressionné par Rousseff sur cette semaine. Après voilà, pour ouvrir le show, ça reste plutôt bien fait. Voilà. Rafa. Eh bien, pour moi, ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit. On parlera après du segment final main event, mais sur ce passage au micro, j'ai bien aimé Rousseff et Lana. J'ai bien aimé le fait qu'il vraiment il considère ça grave ce qui s'est passé la fois dernière avec le gâteau, etc. J'ai bien aimé qu'il réclame vraiment quelque chose, qu'ils fassent preuve de leur position de force, puisqu'effectivement ils ont le seul titre masculin encore à Raw et qui peuvent menacer de partir. J'ai bien aimé que Stéphanie, un peu à la surprise, soutienne quand même Mick Foley, soit derrière son homme et que le duo soit encore bien fonctionnel. Et moi aussi, je trouve que Reigns, c'est catastrophique. Enfin, catastrophique. Ça y est, maintenant, il a enfin le soutien de la foule. Mais ouais, c'est les blagues du pire niveau de l'époque où Cena faisait des montages photos. C'est cracra, c'est bas du front, c'est moyen. Ouais, il donne pas envie, hein, Reigns comme ça. Sous The Rock, voilà, tout ça pour en arriver à ça, c'est un peu relou, j'ai envie de dire. Et puis voilà, non, moi sur ce coup-là, c'est dommage, encore une fois, de vouloir rester avec ce personnage un peu, voilà. Ouais, on a deux forces de la nature là. On aimerait qu'ils se disent un petit peu comme ce qui se fait à SmackDown entre Ziggler et Ambrose, qui se disent on est deux putains de compétiteurs, on va envoyer la sauce. Et là, tout ce que fait Reigns, c'est de se foutre de la gueule, de dire t'es qu'un gros vilain qui est nul. Bof. D'accord. Oh, j'ai pas grand chose à rajouter à ce que vous avez dit. Hein. Moi, j'ai trouvé ça. C'était pas ça, parce que ce qui a rendu le segment agréable à la limite, c'est surtout Rousseff, hein, parce que comme tu disais, ringside, Rousseff au micro, il s'est vraiment amélioré, il est vraiment très sympa à entendre, et surtout il est cohérent, quoi. Il parle pas, il est pas en train de faire justement du trash talk vide comme il pouvait faire avant
les Américains, vous êtes des cons, vous êtes gros, blablabla, le classique quoi. Donc voilà, et puis ce qu'il disait était très très sensé. J'ai trouvé ça assez risqué même de dire que Reigns n'avait pas eu n'avait pas gagné son title shot, alors que juste la semaine dernière vous avez fait vous avez fait catcher Cesaro qui lui avait gagné son title shot. Donc on donne un pay-per-view au mec qui a pas gagné son title shot, mais alors celui qui l'a gagné, on lui donne une fin de Raw. Donc voilà. On va garder quand même le main event pour la fin du podcast, parce que je me dis que ça va être un gros morceau, et on va passer à Sheamus contre Zayn. Alors Sheamus contre Sami Zayn, un match à peine annoncé, en fait ça suit juste après. On a une petite interview de Sheamus, il dit que Zayn est une espèce de sous-merde qui passe son temps sur Twitter. Cesaro est au commentaire pendant le match. Le match est plutôt classique, à part Sami Zayn qui, comme d'habitude, fait ses spots suicidaires, et là il y en a eu un où il a fait un flip, les jambes écartées, à partir du ring, sauter vers l'extérieur sur Sheamus. C'était quand même assez flippant comme prise. Tout le public était voilà, et puis ça se finit avec Cesaro qui distrait Sheamus, parce que Sheamus avait distrait Cesaro la semaine dernière, donc voilà, le booking de la WWE c'est l'inverse. C'est logique, c'est le bon vieux système, New Era, same mode cheat comme on dit. Donc Sheamus se prend un hell of a kick, victoire de Sami Zayn. Ah oui, je vais rajouter quand même le segment qui était juste après, qui est plutôt important. Sheamus et Cesaro en coulisses, donc ils se foutent sur la gueule. Il y a eu pas mal de bastons en coulisses d'ailleurs ce soir. Mais donc voilà, ils se mettent sur la gueule, et là il y a Mick Foley qui s'interpose. Il fait attendez les gars, bon Cesaro, je doutais de toi à cause de ton épaule, mais en fait ça va. Sheamus, je doutais de toi parce que je pensais que t'avais pas de personnalité, mais en fait t'en as. Et et donc vous êtes tellement bons les gars que je vais vous faire un truc incroyable, un truc qu'on n'a pas fait depuis des années, un truc qui va qui va juste choquer l'univers de la WWE. Je vais faire un best of 7, c'est-à-dire 7 fucking matchs de suite. Sheamus, Cesaro, sachant qu'on en a déjà eu 2 je crois. Donc voilà, c'est tout. Voilà, best of 7, votre saison est bookée, me faites plus chier. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Donc du coup le match Sheamus Zayn et cette annonce incredible. C'est ça. Bah, on se rend compte déjà que Sheamus il continue à se booker tout seul. C'est-à-dire il nous dit ouais, j'en ai fini avec Cesaro, cette semaine je vais attaquer Sami Zayn. Mais c'est un peu lui qui décide encore une fois parce qu'il s'est fait insulter sur Twitter. Après le match en lui-même, c'était un match classique plutôt sympa. Maintenant le fait que ça se termine sur effectivement là cette stipulation là au meilleur des 7 matchs, c'est-à-dire que j'espère que vous avez aimé Sheamus et Cesaro les 2 dernières semaines, parce que du coup on va en bouffer pendant un moment, y compris à SummerSlam. Donc ça va être à eux de faire le boulot du coup, parce qu'il va falloir qu'à chaque fois ce soit un match différent, avec de l'innovation. Donc Cesaro il est quand même talentueux, alors du coup il va peut-être se révéler, il va peut-être nous surprendre. Sheamus, d'après ce qu'il dit dans ses interviews, il veut remonter au sommet, donc ça peut être une occasion de briller. Maintenant ça va être super casse-gueule quoi, parce que ça va être répétitif à fond, et les trucs répétitifs, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir dans la New Era, quoi. Donc ils partent avec un bon handicap. Maintenant, voilà, Cesaro c'est quand même un des plus talentueux du roster. Sheamus, quand il faut faire le spectacle, il fait le spectacle. Voilà, on va bien voir ce que ça donne, mais comme ça paraît vraiment casse-gueule, quoi. Eh bien, pour moi, je suis assez d'accord. Alors, sur le match en lui-même, Sheamus Zayn, c'est une belle affiche. Je pense que ça pourrait être digne dans le futur d'une rivalité et de bons matchs en pay-per-view, puisqu'ils ont 2 gabarits différents. Bon là, c'était en début de Raw et c'était pour poursuivre la feud avec Cesaro, donc c'était plus léger. C'est vrai que là, avec cette histoire des 7 matchs, moi je suis très curieux. J'ai pas vraiment d'a priori négatif. Ça me semble
impossible qu'ils nous fassent juste 7 matchs simples avec des stipulations simples. Il va forcément y avoir des sortes de mini-jeux ou de mini-stipus ou de mini-règles. Donc je suis assez curieux de voir comment ils vont mener le truc. C'est sûr que c'est de l'inédit. Alors est-ce que ça va être nul? Est-ce que ça va être réussi? Moi, en tout cas pour le moment, ça titille plutôt ma curiosité. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. D'accord. Bon, moi j'ai déjà vaguement donné mon avis dans la description, donc on va passer à New Day. Xavier Woods et Kofi Kingston qui se battent contre les Dudleys. Mais juste avant, nous avions une petite promo des docteurs Gallows et Anderson qui sont dans leur labo et ils sont en train de faire des tests pour découvrir un petit peu d'où vient la ring post-it dont on vous parlait la semaine dernière. Et pour ça, ils font chauffer ce qui s'apparente à une couille mais être un œuf au micro-ondes. Et voilà, la scène coupe au moment où il démarre le micro-ondes. Le match, je vais pas vous le raconter vraiment, c'est juste Kofi Kingston qui réussit au bout de 1 minute 30 à faire un tombé sur Boba, il me semble. Donc victoire au bout de 2 minutes des New Day. Et à la suite, on a le retour donc du coup de la séquence dans les labos de Anderson et Gallows. Alors ils font exploser l'œuf. Bon, voilà. Donc du coup ils sont déçus, l'expérience n'a pas marché, on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas compris ce que c'était, mais bon bref. Et donc ils ont un bocal avec les 2 œufs de Biggie, et à côté du bocal de Biggie ils rajoutent les bocaux avec un sticker marqué Kingston et Woods. Kingston et Woods disent qu'ils perdront pas à SummerSlam, et ça se finit en New Day Rocks, et le public s'en fout un peu. Voilà. Allez-y, commentez ça. Commentez ça, démerdez-vous. Voilà, il manquait Big E, et du coup le New Day c'est moins marrant. Du coup c'était pas super, c'était pas catastrophique, mais c'était pas super motivant. C'était plutôt ennuyeux au final, leur histoire. Les deux du club dans leur costume de docteur, c'est pas super fandard. Le New Day qui commence à se prendre un peu au sérieux, on n'a pas vraiment envie de voir ça. À côté de ça, il y a comment ils s'appellent, les Dudleys là qui sont sous-utilisés. Faudrait qu'ils se lèvent un peu plus le cul pour ça, je sais pas. Mais ils sont devenus des sous, enfin ils sont devenus des jobbers. Qu'est-ce que je dis, New Day, les Dudleys, c'est devenu des purs jobbers. C'est les mecs qui doivent arrêter de pas être partis à SmackDown, mais bon. C'est ça. Mais non, c'est mou du genou, et puis je sais pas. Je suppose qu'ils vont perdre finalement les ceintures à SummerSlam, mais franchement, même les ceintures, elles ont même plus vraiment d'intérêt, donc voilà, il manque Biggie, du coup ça fonctionne plus, et on se fait chier. Je suis pas sûr que c'est à cause du manque de Biggie, mais bon. Je suis pas sûr que. Je donnerai mon avis après. Vas-y, Raph. Ouais, je suis pas sûr que Biggie aurait beaucoup arrangé les choses. Moi, je suis assez d'accord avec ce que l'un d'entre vous, je ne sais plus qui, avait dit dans le dernier podcast. On fait des tests voix. Moi, Hank. Lui, Ringside. C'était à propos de cette rivalité qui disait qu'il aurait mieux valu voir les New Day prendre un peu plus de sérieux que de voir le club jouer sur le côté potache. C'était moi, ça. C'était moi. Ouais, voilà, c'était. Ouais, ça me fait pas trop rire leurs histoires de faux médecins en blues. Ça colle pas du tout avec leur personnage de méchant au crâne rasé, bourrin et violent. Donc c'est un go-home show, donc on a un squash. C'est vraiment dommage pour les Dudley qui peuvent donner bien mieux. Non, ça m'a pas du tout intéressé. Ok. Ouais, non, c'était. Moi, rapidement, juste un des segments super pourris de la soirée. Juste moi c'était juste à chier du début à la fin, quoi. C'est juste là tout ce qu'ils ont essayé de sortir comme blague, c'était nul.
La séquence de l'œuf, on n'y comprend rien. La promo des New Day qui essaie de se prendre au sérieux, on a l'impression qu'ils se réveillent genre 15 ans en retard. Et puis voilà quoi, une fois de plus, ils ont rien à dire à part on va gagner. Le genre de truc, enfin je le répète souvent dans ce podcast, les storylines à base de non tu vas perdre car je vais gagner, non. Stop. Donc du coup on a une nouvelle petite séquence que je ne vous ferai pas commenter de Rollins qui croise Neville dans un couloir en cherchant le Demon King, hein, c'est un peu le running gag de la soirée. Je sais pas si c'est un running, en fait je demanderai à la fin de ce podcast, est-ce que c'était un gag ou pas un gag de Rollins qui cherche le Demon King, parce que on essaie de nous faire prendre au sérieux, mais en même temps, toutes les séquences avec Rollins pendant l'Euro seront des séquences un peu gag. Et donc bref, il demande à Neville est-ce qu'il a vu le Demon King. Neville il dit non, mais tu sais, moi je me suis battu contre lui, attention, hein, tu vas te prendre ta fessée. Voilà. On a ensuite Nia Jax contre Rachel Levy, je ne sais plus. Donc une jobbeuse. Qui donc fait une plutôt bonne promo en fait avant son match. Elle est en interview avec Byron Saxton et puis elle fait un petit discours sur le fait que voilà, c'est les Jeux Olympiques, il y a toujours des outsiders qui font des exploits aux Jeux Olympiques, et elle pense que elle ce soir voilà, elle va défier le destin et remporter la victoire contre une femme qui pèse quelque chose comme 3 fois son poids, je pense. Et donc, elle se fait bien sûr un peu démonter, et à un moment, Nia Jax la met sur la 3e corde et la balance comme une je sais pas, comme une poupée. Elle la balance vers l'extérieur du ring, mais de façon assez violente. Et puis voilà, elle la ramène dans le ring, elle lui fout une espèce de slam, hein. Ils ont pas sorti le nom. Ils devraient noter un peu les noms des finishers de Nia Jax, parce qu'à chaque fois ils nous donnent pas vraiment d'indication. Mais donc elle fait le tomber, et puis après elle la vire à coups de pied du ring. J'ai noté premier moment fun de la soirée. Ouais, non, ça fonctionne bien, Nia Jax à Raw. Après, ils ont un peu merdé son entrée là quand il filme ses yeux en gros plan là. Je trouve que c'était pas très bien réalisé, c'est un peu failli foutre en l'air la séquence, mais sinon ces squash ils sont bien sympas. Moi je trouve que ça, pour l'instant, ça fonctionne bien. Je suis assez surpris à quel point ça fonctionne bien, Nia Jax à Raw. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, j'ai envie de dire. Ouais, bah moi je m'inscrirais presque en faux là, totalement même. Ah là là. Ouais. Dis-nous tout. Non, mais de manière générale, même que ce soit Braun Strowman ou Nia Jax, les squash contre ouais, vraiment, ouais, parce que je vois pas trop ce qu'on y gagne. Alors effectivement, c'est des moves spectaculaires. Moi aussi, j'étais impressionné là quand elle a balancé du haut de la 3e corde. Mais comme on sait que c'est contre des gens qui sont pris exprès pour être des gabarits de crevettes et qu'on reverra jamais, bon, il y a aucun suspense. En même temps, ça construit pas vraiment un personnage de heel, parce qu'on a même pas trop le temps de la détester. Enfin, non, on sait juste qu'elle fait son boulot, quoi. Donc, ouais, ça l'installe en force violente, mais sans vraiment savoir quel va être son niveau par rapport à des vraies compétitrices. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a pas énormément à y gagner, à faire durer ces séquences. Une fois ou deux, ça va. Là, ça commence à faire peut-être 4e. Je crois que c'est son 3e. Je crois que c'est son 3e match. Mais enfin un match, c'est vrai que c'est un grand mot. Mais après moi, les squash, ils sont faits ils sont pas faits pour builder des personnalités. Ils sont faits pour builder juste la force de quelqu'un qui arrive, et puis à un moment il va se confronter contre une vraie superstar. Et bon, après il y a des moments où c'est juste saoulant, où il y en a même qui restent coincés dans la dimension squash, hein. Ouais. Duclé a fait ça toute sa vie, quoi. non, des moments il était avec les Funkadactyls. Oui. Ouais. Et il faisait je sais plus, il faisait des matchs contre des autres gens, je vais pas dire insignifiants, mais bref. Mais donc, ouais, moi je trouve, alors bizarrement, je trouve que les squash qu'ils ont bookés pour l'instant depuis la nouvelle ère après la draft,
ils sont quasiment tous quand même écrits un minimum quoi. Ils sont pas, c'est pas les squash qu'on avait il y a, je sais pas moi, il y a 2 ans où là c'est vraiment genre le mec le détruit et puis il se passe rien de spécial et puis la prochaine fois et bah ça sera un autre mec mais il fera exactement la même chose. Donc voilà. C'est Après, c'est sûr que c'est toujours une rampe de départ, hein, le squash. C'est pas comme ça que tu sais que quelqu'un est bon. Mais je pense que tu prends un poil trop de recul et que tu vois le truc vraiment comme un gros fan de catch qui se dit ouais mais c'est quoi la technique, enfin c'est quoi son niveau technique, c'est quoi machin, etc. Le squash il est fait pour le grand public quoi. Il est fait pour les gens qui regardent ça juste ils tombent sur une émission de catch, ils font ah putain dis donc elle est balèze et tout. Même si elle est contre une crevette quoi. Mais donc voilà. Mais on verra bien comment ils arrivent à lui trouver une adversaire hein, parce que on va en parler un peu plus tard aussi. Ouais, what's next for Nia Jax? Oui, on peut se demander. Oui. Parce que au niveau des filles, il y a aussi des problèmes du côté de Raw au niveau du potentiel du roster. Mais on va aller voir Brock Lesnar. Et oui, Brock Lesnar. Et Brock Lesnar donc du coup vient avec Paul Heyman, Paul Heyman sur le ring, mais Heath Slater arrive avant même que les deux puissent vraiment dire un mot. Et il est avec son t-shirt Free Agents et il dit que il est trop hot, il est trop un agent hot en ce moment et tout ça. Et puis il est à deux doigts de poser une question à Paul Heyman et Paul Heyman qui lui fait attends, je sais, tu vas me demander d'être ton agent. Mais tu rêves totalement quoi. Je m'occupe de Brock Lesnar quoi, pas de un sous-catcher comme toi. Et là, Heath Slater dit non, je suis venu pour demander un match contre Brock Lesnar parce que j'en ai besoin pour avoir un contrat, voilà. Et puis c'est super important que j'ai ce contrat parce que j'ai des enfants à nourrir. Hein. Une nouvelle fois, il fait sa blague sur les enfants, genre j'ai à un moment il dit j'ai 2 enfants à nourrir et même d'autres. Donc voilà. Heyman s'en fout totalement hein, il dit non c'est bon arrête de nous saouler la caméra s'il vous plaît recentrée sur moi et Lesnar hein, on va oublier Heath Slater il va pas nous briser les couilles et donc Slater à ce moment là gueule comme un peu écoutez-moi et donc voilà bah c'est enfin j'ai pris un peu à l'envers mais c'est à ce moment là qu'il parle de ses enfants bref Brock Lesnar lui répond de façon assez étonnante, hein, une toute petite séquence, mini séquence face de Brock Lesnar, puisque il lui dit je respecte ce que tu fais, moi aussi j'ai des enfants, je comprends si tu dois te battre contre moi pour voilà pour nourrir ta famille et machin et tout. Et donc il s'approche au fur et à mesure. Heath Slater, il vient le voir. On a l'impression que voilà, ils vont arranger un match de façon très cordiale. Et puis juste au moment où Heath Slater est pile en face de Brock Lesnar, Brock Lesnar lui dit j'en ai rien à foutre, bordel. J'en ai rien à foutre de tes enfants. Et donc après il lui met une petite raclée normale. Et et donc c'est à peu près tout. Après je pourrais aussi vous raconter les habituels 10 minutes de ce que de Paul Heyman. Il y a un bon quart d'heure de oui de mais Paul voilà Heyman non, mais Paul Heyman après qui dit SummerSlam blablabla Randy Orton c'est pas la tête enfin Brock Lesnar contre Randy Orton c'est pas la tête d'affiche c'est Brock Lesnar, le reste on s'en fout. Brock Lesnar je l'aime, voilà. Bah c'est voilà encore le moment Heath Slater hein, c'était sympa tant qu'il y avait Heath Slater voilà toujours au micro il fonctionne bien et puis voilà il repart sur son truc avec ses gosses, ça reste rigolo, en même temps on a de la peine pour lui, c'est quand même marrant de le voir face à Brock Lesnar où il a vraiment aucune chance de s'en sortir quoi, et puis ça manque pas quoi, il se fait défoncer.
Après, effectivement, la séquence de promotion de Paul Heyman, on a vu ça 100 fois, ça a duré très très longtemps. Et ça aurait marché, je sais pas, il y a un an, ça aurait pu fonctionner une promo comme ça, mais là ils sont vraiment reposés sur Paul Heyman et ça commence à se voir que c'est pas si exceptionnel que ça de voir Brock Lesnar dans un pay-per-view ou à la WWE en règle générale. Donc faut qu'ils fassent un peu plus que ça quand ils ont Lesnar qui vient quoi. Enfin du moins pas faire un speech de 10 minutes, un quart d'heure comme ça, c'est beaucoup trop long. Hein. Après, ça... le gars, il veut pas faire de promo, il veut pas faire de promo avec quiconque, quoi. C'est un peu compliqué, bon, quoi. Le gars, dans ce cas-là, ouais. C'est le seul, ouais, voilà, le seul échange mot à mot. Je pense que là, le moment où il a parlé avec Heath Slater, je crois que c'est la première fois qu'on voit Lesnar parler à une autre superstar, je pense, depuis très longtemps. Très longtemps. Ouais. C'est ça, Donc, c'était ce qui était sympa. Et c'est Heath Slater qui a eu cet honneur. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais Paul Heyman a rappelé enfin le fait que Heath Slater était très courageux d'être venu dans le ring, etc. Et donc du coup, voilà, ils l'ont pas. Ce qui était sympa du coup dans cette séquence, c'est que vers la fin, il a rappelé ce truc-là, et donc du coup, ils ont pas non plus enterré totalement Heath Slater, quoi. Il est pas parti en chaise roulante, il est pas parti sur un brancard. Voilà, je cherchais ça. Raph, t'as pensé quoi? Ouais, bah pareil, la promo de Paul Heyman. Pas Paul Newman, Paul Heyman. Paul Heyman, pardon. La première minute, je me suis dit, ah purée, quand même, quel orateur. La deuxième minute, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il a le charisme. Et puis au bout d'un moment, je me suis un peu endormi. Non, c'était trop long, quoi. Plus ça devenait long, plus je me disais, c'est qu'il va se passer un truc, c'est qu'on va avoir Orton qui va arriver, ou un truc de... En plus, il filmait Lesnar en gros plan par moment, et je me suis dit, ils vont nous repréparer un RKO surprise. Eh ben non, en fait, il y avait rien. Alors il a dit des trucs évidemment très grandioses, très pompeux, mais bon, c'était pas très intéressant parce qu'on a déjà tout entendu. Sinon, sur tout ce qui s'est passé avant, ouais, moi j'ai bien aimé. Heath Slater est courageux, effectivement, il a pas peur de venir face à la bête. Alors moi j'ai même pendant un court instant j'ai envisagé la suite. J'ai fait un petit fantasy booking. J'avais imaginé Lesnar qui acceptait le challenge du match pour le contrat de Heath Slater, et qui aurait rajouté une stipu du genre ok, mais on va se la faire à la no rules ou no disqualification, et Orton aurait pu intervenir pendant le match en lui foutant un RKO, et Heath Slater aurait pu réussir à couvrir Lesnar, c'est-à-dire le coup de tonnerre, le truc Lesnar vraiment super énervé, et du coup ça aurait légitimé qu'il défonce encore plus Orton dimanche. Bon, on a eu quelque chose de plus sobre à la place, mais ça aurait été peut-être rigolo. Non mais là, c'est la quatrième dimension. Hein. Lesnar qui se laisse battre par Heath Slater, je sais bien, mais... ça n'arrivera pas toute sa vie. Non mais bon, après c'est une bonne idée aussi. Hein. Si c'est juste une victoire arnaque comme ça, pourquoi pas. Mais bon, non, ils auront jamais. Non seulement ils auront pas les couilles, mais en plus le caractère de Lesnar, à mon avis, fait que ça n'arrivera jamais ce genre de truc en général. On va passer à la soft team qui arrive et qui fait un petit peu de trash talk hein, une nouvelle fois sur Chris Jericho et Kevin Owens, hein, ils font quelques blagues, ils parlent de barbecue, hein, je sais plus exactement, mais j'ai pas noté, c'était pas une de leurs meilleures promos. Mais donc voilà, pour un peu hyper le Big Cass Enzo Amore contre Jericho et Owens à SummerSlam. Donc on a un Big Cass contre Kevin Owens. Jericho au bout d'un moment dans le match, au bout de quelques minutes, il vient rajouter quelques coups sur Big Cass dès qu'il se fait virer à l'extérieur du ring plutôt. Il y a beaucoup de body slam, de body drop de Big Cass. Et à un moment, Big Cass à l'extérieur va chasser Jericho parce que bon voilà, il casse bien les couilles, donc au bout d'un moment il veut le mettre hors de nuire. Et sur son chemin, il met une clothesline à Owens qui passait par là. Et à ce moment-là, Jericho en profite pour l'attaquer.
et l'arbitre fait sonner la cloche pour une disqualification. À la fin, Kevin Owens et Jericho mettent une grosse misère à Big Cass puisque Enzo Amore a lui aussi été assommé à un moment et il est en train de comater sur le bord du ring. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence? Bah ça fonctionne bien. Jericho et Owens, voilà, leur duo il fonctionne bien. On l'avait déjà dit la semaine dernière. Les softs, effectivement, c'était pas leur promo la meilleure, mais ça fonctionne toujours auprès du public. Ils ont toujours une super pop assez phénoménale. Après, le match en lui-même, on voit quand même qu'il y a une bonne différence de niveau entre Kevin Owens et Big Cass. C'est un peu la limite du truc, c'est que vraiment là, c'est une rivalité qui va surtout comment dire, apporter de l'expérience à Big Cass et à Enzo Amore. Je sais pas si Kevin Owens et Jericho, ça va leur apporter grand chose. Bon, Jericho, lui, il a plus rien dans sa carrière, il a rien de plus à voir que ce qu'il a déjà eu, donc pour lui c'est pas bien grave. Mais pour Owens, c'est un peu plus embêtant parce qu'effectivement, on attend quand même beaucoup plus de lui, hein. Donc c'est quand même sympa, mais c'est un peu ça fait un peu grincer les dents de voir le Kevin Owens un petit peu coincé là-dedans. D'ailleurs, si je peux me permettre par rapport au dernier pay-per-view comment ça s'appelait, Battleground, Battleground, il y a quand même Owens et Zen, ils font quand même le match parfait, un meilleur show de la soirée, meilleur match de l'année. Au final, on se retrouve avec Owens coincé dans cette rivalité là avec la Team Soft, dans un truc tag team, et Sami Zayn, je sais même pas s'il aura un match à SummerSlam, quoi. Donc c'est un peu là-dessus, c'est un peu bizarre le booking qu'ils ont fait. C'est un peu le mauvais côté du truc, mais après sinon bon, le truc dans l'ensemble ça fonctionne bien quand même. Mais j'espère juste qu'on aura un bon match à SummerSlam, quoi, avec Enzo et Soft qui se mettront au niveau, Enzo et Big Cass qui se mettront au niveau d'Owens et Jericho, parce que sinon ça va être un petit peu caché le temps de Kevin Owens, quoi. C'est un peu bon, après ça permet de frustrer un peu le public, de pas trop griller Owens tout de suite. Mais bon, faut pas trop qu'il reste dans cette histoire-là non plus. On attend beaucoup plus de Kevin Owens, je pense, quand même. Oui, c'est sûr, mais moi je trouve ça pas mal. Ça le fait patienter. Owens, c'est un peu comme Ambrose le fut, hein, je pense. On est tous persuadés qu'il explosera un jour, qu'il sera champion. Mais bon, il a déjà en 2 ans, je pense, ça doit faire 2 ans qu'il est dans le main roster. Maintenant, il a fait beaucoup de choses à tous les niveaux, un peu de main event, la mid-card. Là, pour la première fois, quand même, on le voit en équipe. C'est assez rigolo, son entente avec Jericho. Là, au passage, saluons quand même qu'on retrouve pour la première fois depuis des années le vrai Jericho, vraiment délicieux. Là, je le trouve excellent ces temps-ci au micro. Owens, il aime beaucoup cabotiner aussi et trash talker, donc je pense que les 4, ils sont à la bonne place là pour quelque chose effectivement qui devrait pas durer trop longtemps, mais qui est assez plaisant. Ouais, moi j'ai plutôt bien aimé le match, et puis ils ont eu aussi une petite séquence dont j'ai pas parlé en coulisses, Kevin Owens et Jericho avec l'intervieweur, je sais plus comment il s'appelle, Steven ou Stephen ou je ne sais plus quoi, celui qui est connu pour écarter les jambes, hein, pendant ses interviews pour rendre les superstars plus imposants. Et donc voilà, ils l'ont un petit peu martyrisé, du moins juste avec des vannes et tout ça. Et puis on voit que voilà, il s'amuse plutôt bien dans cette tag team. Donc je pense pas que c'est enfin quand on voit comment ils jouent, etc. et comment ils s'amusent de l'un de l'autre, je trouve que ils ont l'air de se faire plaisir. Donc bon, c'est le principal. Et puis je pense que aussi c'est mieux qu'il y ait ça plutôt que on mette, je sais pas moi, Owens en rivalité avec quoi, Sheamus, avec
avec qui d'autre sinon ça serait Cesaro peut-être, mais Non, mais tout ça a été déjà fait. Il faut que Owens se passe au main event, en fait. C'est... Ce qui est le mauvais point pour moi, c'est que ils ont pas, enfin, ça pousse Enzo et Cass dans un match contre deux mecs qui sont quand même furieusement expérimentés niveau technique. Alors qu'ils auraient pu un peu plus évoluer et s'améliorer, que ça soit plutôt dans le in-ring, quoi. C'est vraiment là, c'est là où ils peuvent pêcher. Ils auraient pu s'améliorer en continuant dans les tag teams, mais ils ont un petit peu les tag teams Raw, ils ont un petit peu abandonné le bateau. On va passer à la séquence que vous adorez tous et sur laquelle je n'avais pas bien calé la musique la semaine dernière, donc j'avais fait n'importe quoi. Vous avez eu du Benny Hill à je ne sais pas quel moment du podcast. Parce que voilà, la semaine dernière on a fait n'importe quoi, on a enregistré en retard, on a mis la musique n'importe comment. Enfin bref, c'est le Jobbers World, le monde des jobbers. Aujourd'hui, nous avons les Primetime Players. Et oui, les Primetime Players reviennent. Le comeback qu'on attendait tous. Ils sont ensemble, on ne sait pas pourquoi, alors qu'ils se détestaient la semaine dernière. On a Bob Backlund qui est entre les deux quand ils arrivent pour leur tenir la main. Genre, je les ai réunis. Heureusement, on a une super récap dans le pré-show pour les gens qui n'ont pas compris. Michael Cole dit attendez, on a des images du pré-show, tout va avoir de la cohérence et tout. Et donc on a compris qu'en fait c'est juste Titus O'Neil qui s'est ramené et qui à un moment dit dis donc on reformera bien les Primetime Players. Je suis sûr les gens ils nous attendent trop et tout. On le fait juste une fois, one time thing et tout. One time only. Donc voilà, et disons que pour fêter ça, quel tag team quel meilleur tag team à choisir que les Shining Stars, bien sûr. Donc Primetime Players contre les Shining Stars, ça se finit avec une mésentente. Darren Young frappe Titus en se ratant, Titus O'Neil fout Darren par terre. Et y en a un des deux Shining Stars qui fait le tomber, je ne sais pas qui. Jinder Mahal contre Neville, c'est victoire de Neville bien entendu, heureusement, avec son Red Arrow. Il a fait tout le match et c'était plutôt un match sympathique grâce à Neville, bien sûr. Mais c'était, il a fait son boulot. Il mérite vraiment mieux, ce Neville. Donc Gallows et Anderson contre Golden Truth. Alors bon, je sais bien, Gallows et Anderson c'est pas des jobbers, mais sans déconner ce match, voilà. Goldust donc du coup un nouveau maquillage plutôt flippant, un peu sadomaso, c'est bizarre. Il se prend le tombé de Gallows et à la fin Kingston et Woods arrivent pour attaquer donc du coup Gallows et Anderson. Et donc il tente de faire une ring post-it à je crois Anderson avec non pas une ring post-it, qu'est-ce que je dis, il tente de casser les couilles littéralement d'Anderson avec Francesca la trompette. Voilà. Francesca 2 Francesca 2. Voilà. Et c'est la fin du Jobbers World. Voilà. C'était bien. Un des meilleurs Jobbers World de l'année. Ça s'est terminé en fanfare. Papa. Donc, on reprend l'émission avec Dana Brooke et Charlotte qui sont en coulisses. Donc Dana Brooke qui a perdu contre Sasha Banks la semaine dernière, malgré l'intervention de Charlotte avec sa superbe baffe à distance. Et donc l'ancienne championne Charlotte la traite de epic failure, de raté complet quoi. Et donc voilà, elle l'enterre totalement, Dana Brooke. On dirait Stéphanie avec n'importe quel catcheur. Donc on a à la suite de ce segment Charlotte contre Alicia Fox. Et oui, parce que à part Sasha Banks, voilà, en dessous de Sasha Banks il y a Alicia Fox. Donc du coup on a le match plutôt correct, mais il dure vraiment pas très longtemps, je crois qu'il a duré peut-être 2-3 minutes. Victoire de Charlotte avec un natural selection.
Et à ce moment-là, elle appelle Sasha Banks qui était donc du coup en train de commenter le match, et donc du coup Sacha, comme elle est très maline, elle rentre dans le ring, hein, bien sûr, elle va la voir, et donc Dana Brooke à ce moment-là intervient pour aider Charlotte, et ça se finit comment, je sais plus, Sasha Banks est par terre, Charlotte et Brooke se tirent, super contente, et Sacha est à 2 doigts de pleurer. Elle lui a abîmé le genou, je crois, avec sa prise. Ah oui, voilà. Elle viendra peut-être un peu blessée. Ah oui, elle lui a fait. Oui, je suis bête. Elle lui a fait un figure fort, je crois. Figure 8. Au figure 8. Figure 8. Figure 8. C'est quel numéro, monsieur? 8. Et voilà. Donc tout ça, c'est passé assez rapidement. Qu'en pensez-vous? Moi, pas grand chose de spécial, c'est un déroulement classique pour une fiat, pour même que ce soit pour les filles ou pour les mecs à la limite. Voilà, du coup je pense qu'elle va comment Sasha Banks, elle va venir en boitant peut-être à SummerSlam, histoire de dire qu'elle s'est blessée. Après tout ce qui tourne autour de Dana Brooke, c'était assez prévisible en fait, j'ai trouvé. Voilà, c'est un truc classique, c'est ni bon ni mauvais, c'est pas, ça va, ça roule. Raph. Oui, eh bien. Raph, à chaque fois qu'on l'appelle, on a l'impression qu'il est en direct de la Chine là. Oui, je vous entends. Non, je réfléchissais à quoi dire, puisque forcément, comme Ringside passe juste avant moi, des fois il m'enlève un peu les mots de la bouche. Du coup, je vais rien rajouter à ce qu'il dit, mais puisque nous parlons de la division féminine et que à l'heure où nous parlons, nous sommes le 17 août, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter un très bon anniversaire à Paige, et je lui souhaite beaucoup de bonheur et notamment de me rencontrer un jour. Voilà, Big Kiss Paige. Ce sera tout pour moi. En ce moment, elle est pas très occupée avec le catch en tout cas. Non, elle est blessée, la pauvre petite. Vous suivez pas son Instagram. Non, je ne suis pas son Instagram. Mais alors déjà que je suis à peine des Twitter, mais alors des Instagram. Moi, je suis les Twitter de Del Rio, alors c'est un peu pareil. Ouais, merci de me le rappeler. Non, elle dit qu'elle va revenir stronger than ever. Mais c'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser, parce que bon, je suis sûr que Charlotte va pas récupérer la ceinture. Donc ensuite, qui pour Sasha Banks? Mais est-ce que ça pourrait être justement déjà Nia Jax? Ou est-ce qu'on a un petit retour en mode feel good de Paige qui revient pour réclamer un peu de présence? Je ne sais pas. Sinon, je vois pas trop qui, quoi. Paige, elle a 2 doigts de ruiner sa carrière, hein, donc il faut qu'elle, effectivement, faut qu'elle revienne, qu'elle assure, hein, parce que là, elle a un peu fait de la merde ces derniers temps, donc voilà, faut être un peu plus corporate, et puis elle a encore des grandes choses à faire, elle, hein, les jeunes, etc. C'est un peu dommage de gaspiller sa carrière comme ça. Surtout pour un latino qui ne la mérite pas. Ouais. C'est ça, hein, un mec vieux dégueulasse. Mais je croyais qu'ils étaient plus ensemble. Mais est-ce qu'ils ont vraiment été ensemble? C'était peut-être un coup d'un soir à Disneyland. C'est ça. Parce que cette photo-là, je l'ai vue. Bon. Et donc, arrêtons ce segment voici là. Mais non, on parlait de Paige, le futur de la division féminine. On parlait de tous les potins. Bon, parlons de l'architecte du rebuild, redesign, Seth Rollins, qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Donc il est en coulisses. Il dit à Stéphanie et Mick Foley qu'il a cherché le Demon King partout. Hein, il a passé toute sa soirée à faire ça. Et en même temps il dit j'ai pas que ça à faire, mais en même temps si, il a que ça à faire. Et donc il le trouve pas. Et donc il dit je rentrais chez moi, hein, de toute façon il y a rien à faire ici. Stéphanie lui dit oui, de toute façon on avait rien de prévu. Et Mick Foley fait attends, j'ai une idée, une super idée. Et si tu l'appelais dans le ring? Et oui, là où il y a les caméras. Donc comment on fait l'émission en même temps, c'est pratique. Si voilà. Et donc du coup Rollins il fait ouais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Bon je vais y aller. Voilà. Donc oui, Seth Rollins c'est un crétin désormais. Donc du coup Seth Rollins va dans le ring. Il dit il est où le Demon King? Il est pas là et machin. À ce moment-là
y a un vrai crétin, par contre pas un crétin bouquet, hein, mais un véritable gros crétin du public qui vient attaquer Seth Rollins. Heureusement, on le voit à peine en fait sur l'angle de la caméra, hein, on voit qu'il a un casque bizarrement, et donc ça coupe un peu le segment. Heureusement qu'il est pas arrivé au moment juste après, hein, mais donc voilà, un attardé. Et donc du coup. Juste après ça, Seth Rollins reprend, hein, il a son sang-froid et tout ça. On voit que voilà, c'est un mec expérimenté. Hein, il est pas, il fait une petite pause pendant 5 secondes et puis il reprend son speech. Et donc au moment où je sais plus, il attend, il fait il est où machin. La lumière commence à s'éteindre. Ah là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer, etc. Qu'est-ce qu'on va voir? Et bien entendu, c'est l'entrée de Finn Balor, mode Demon King, tout peinturluré. L'entrée que vous avez déjà vue si vous avez déjà regardé NXT, soit au pay-per-view ou même des moments dans le show, hein, il était comme ça. Il a un peu plus de peinture cette fois-ci, hein, là, ils ont mis la bonne couche, hein, il en a partout sur le corps. Voilà, il fait l'entrée basique, il écarte les bras quand ça fait oh. Et puis au moment où ça commence à se calmer, et puis voilà, il fait face à Seth Rollins dans le ring. Seth Rollins tente de l'attaquer, mais Balor l'évite et puis il prend le dessus. Et puis à un moment, il est à deux doigts de lui mettre son célèbre coup de gras ou coup de grâce, mais Rollins arrive à s'échapper du ring, à se glisser hors du ring. Mais Balor n'en a pas fini puisqu'il fonce sur les cordes de l'autre côté du ring pour prendre de l'élan et faire son saut suicidaire de la mort. C'est la fin de cette séquence. Donc voilà, Seth Rollins est flippé. Il sait que le Demon King existe et voilà. Première apparition du démon Balor dans le main roster. Dans un go-home show de Raw à Corpus Christi, Texas. Ouais, ça fait un peu chier quand même. Il aurait mérité d'avoir le grand moment à Brooklyn, à SummerSlam. En plus, Corpus Christi, je déteste cette ville. J'y suis jamais allé, mais rien que le nom dans le Texas, je trouve ça sent le Ku Klux Klan et les Rednecks. Mais bon, au moins, en tout cas, ça a un peu réveillé la foule. Hein. On a entendu pas mal de holy shit. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'entrée de Balor en démon, c'est toujours beau à voir. Mais au final, on comprend pas trop pourquoi Rollins a fait cette obsession, pourquoi il le cherchait partout, quel était l'intérêt. Il avait son match dimanche, il a son match dimanche, quoi. Point final. C'est pas très malin de la part du Chacal. Et après, si on suit la règle du booking inversé, comme c'est à chaque fois Balor qui a pris le dessus, on va dire que c'est bien bon signe pour Rollins qui va sortir dimanche avec le Universal Title sous le bras. Mm-hmm. Moi je trouve qu'ils ont pas très bien réalisé l'entrée de Finn Balor pour le coup. C'est un peu. Je suppose que pour le public qui était sur place, ça devait être sympa, mais je trouve qu'à l'écran ça passait moyen. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de fumigène et de trucs comme ça. C'est pas la plus belle entrée qu'il ait faite dans un show télé. Il y avait l'ombre du caméraman qui le filmait, qui était projeté sur lui. Enfin, c'est vrai que c'était un peu bizarre. C'était pas nickel. J'espère que ce sera plus impressionnant à SummerSlam. Et de toute façon, ouais, pour moi, c'est pas effectivement une très bonne idée d'avoir lâché le démon là tout de suite. Maintenant, visiblement, le public était ravi. Hein, ils étaient contents, ça fonctionnait. Du coup, on a une bonne opposition entre le gentil démon Finn Balor et puis donc le Seth Rollins qui est maintenant définitivement un heel, hein, qui est assez détesté, qu'on aime bien détester, quoi, on va dire. Hein, du coup là, ils vont pas, je pense pas que pendant le match à SummerSlam, ils vont huer Balor et pousser Rollins. Donc je pense que ça devrait vachement bien fonctionner dans le ring. Voilà, c'est un peu dommage d'avoir bazardé le truc, mais après c'est pas je pense quelque chose qui va plomber complètement la rivalité entre les deux, et ça devrait rester un grand moment à SummerSlam, ce championnat-là. D'accord. Je sais pas, j'ai presque envie de réserver mon avis pour la fin du Raw.
Mais non, moi je Un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Non mais alors moi non mais le truc c'est que le coup de gueule il va durer un quart d'heure. Allez, je vais dire deux mots. Tout est mauvais. Tout est mauvais. Non, ouais. Ah non, attends. C'est parti. C'est parti de déjà Finn Balor, sa personnalité de démon. Pourquoi vous en parlez déjà aussi tôt avant SummerSlam? Pourquoi vous montrez sa peinture dans une promo la semaine dernière? Pourquoi pourquoi vous mettez cette entrée que tout le monde attendait dans un fucking Go-Home Show? Genre, les gens ne payent pas pour regarder le Go-Home Show. Les gens, ils savent qu'elle va être là à l'entrée. Ils la voient, ils savent. Il y a eu un teasing de 10 minutes la semaine dernière sur le fait qu'il va se transformer en démon. Tout le monde sait que ça va être au pay-per-view. Bah non, vous le mettez au Go-Home Show. Alors non seulement il y a ça, mais en plus vous passez tout le putain de Go-Home Show à mettre Rollins qui cherche le Demon King. Il est où le Demon King? Ah, ça va être super surprenant quand on va le voir, dis donc. L'entrée a été en effet filmée de façon. Je pense qu'ils ont un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est-à-dire qu'à NXT, ils peuvent se permettre de faire les entrées marchent mieux, les entrées dans le noir marchent mieux, comme celle de Nia Jax, parce que justement c'est une petite salle. Ouais, puis c'est pas en direct NXT, donc ils ont le temps de remonter dans tous les sens. Là, c'est filmé en live, et puis tu vois visiblement il y a des problèmes de fumigène au début du truc, hein, parce que tu le vois marcher avant qu'il se mette en position devant le truc. Je pense que c'était pas prévu comme ça. Et donc on a ça. On a le fait aussi que la seule promo de Balor qu'il a sorti, il y a pas un seul moment où il a menacé de genre tu sais il dit attention, tu m'as jamais vu enfin il pourrait dire un truc, tu m'as jamais vu quand je suis énervé ou quoi que ce soit. Non, sa promo c'était juste au départ, c'était une promo basique de je vais te battre, et c'est devenu et on est passé sur un mode surnaturel de façon sans aucune cohérence quoi. Pour moi c'est juste une semaine c'est un combattant normal, la semaine d'après au fait j'ai oublié de vous dire en fait il y a une créature mythologique de blablabla en fait j'ai des pouvoirs magiques. Voilà, j'ai des pouvoirs magiques avec des illustrations à la con aussi dans sa promo où il convoque les énergies, enfin son speech était très mal écrit. Donc tout ça avec un Rollins qui désormais est comment, je sais pas, il a ça marche pas parce qu'il vend tout, il fait tout dans cette rivalité Rollins je pense que c'est fatigant tous ces speeches, que ça soit même son speech ce soir était juste on sentait qu'il essaie d'écarter un peu comme genre je sais pas moi, vous avez une noisette de Nutella et vous avez une tartine de pain qui fait 1 kilomètre quoi. C'est à peu près ça. Donc moi ça m'a juste brisé pas mon envie de voir le match, mais ça m'a en tout cas la ceinture en elle-même pour l'instant moi elle me fait pas rêver. J'ai plus envie de dire ce match est intéressant juste sur le point de vue technique, et en plus on est fan de catch parce que les gens qui sont pas fans de catch ils sont censés juste s'orienter vers la storyline, donc si ça les intéresse c'est juste à cause d'une storyline, c'est pas ils se disent pas oh machin il est super technique, je le connais depuis NXT. Donc voilà, j'ai trouvé ça écrit avec les pieds, j'ai trouvé ça juste et ils avaient une chance de présenter le Balor Demon King, ils en ont pas 60, ils en avaient une, et juste ils ont fait ça comme des gros bourrins un peu à la va-vite et ils auraient même pu conserver alors la logique aurait voulu qu'il apparaisse à SummerSlam, tu vois, le Demon, etc. Mais ils auraient même pu conserver ça, genre je sais pas, il perd à SummerSlam sur une tricherie, et là on ramène le démon. Bref. Il aurait pu perdre un match aussi en weekly d'une manière ou d'une autre, et puis voilà, avoir sa vengeance en gémon. Après
effectivement, c'est bazardé, mais au final, j'ai l'impression moi que le public il accroche quand même à Finn Balor. Et je trouve ça finalement plus sympa à regarder que quand on avait Roman Reigns qui était le top guy qui se faisait huer où à chaque fois ça fonctionnait pas les promos. Là au moins ça fonctionne un minimum, même si c'est un peu loupé. Au moins ça fonctionne un minimum et ça donne l'effet voulu auprès du public dans la salle quoi. C'est peut-être aussi un problème de personnellement d'avoir vu la construction de ce personnage-là à NXT où là à NXT, alors bien sûr à NXT il y a beaucoup moins de promos et tout ça, mais à NXT on sentait que le démon il arrive quand quand il y a quelque chose de quand il est provoqué quoi. Quand il y a quelque chose, là c'est genre gratuit, là c'est juste genre je me prépare pour un match et puis la dernière semaine je te montre attention ma version Super Saiyan. Enfin bref, j'avais dit, voilà, j'ai fait 10 minutes. Ouais, mais, pas trop. Mais bon, non mais c'est tout sur le sujet, on pourra peut-être y revenir à la fin, mais on va quand même faire le main event avant. C'est le retour de Lana et Rusev, puisque on a un Rusev contre Roman Reigns en main event, hein, on vous le rappelle. Donc Reigns arrive plutôt énervé, hein. Enfin Rusev est en premier et donc Reigns arrive en second et il arrive plutôt énervé, il rentre dans le ring et là il fonce sur Rusev, hein, et il s'en fout plein la gueule. Il y a beaucoup de c'est un match de baston quoi, c'est un match de coups, de punch. Il y a eu aussi Reigns a forcément fait du Samoan drop, beaucoup de clothesline. Rusev lui il case aussi ces gros kicks de la jambe là qui font mal là sur la nuque. Bref, à un moment Rusev blesse le bras gauche de Roman Reigns en le balançant sur un des poteaux du ring. Et ensuite il se concentre vraiment sur ce bras gauche pendant tout le reste du match, hein. Il balance contre les escaliers en fer, contre les barrières, etc. Et à un moment aussi il prend le micro, hein, juste pour dire au public vous êtes des Russes et Bulgariens wannabe ou un truc comme ça. C'était un peu étrange, mais après j'ai entendu aussi dans le podcast que je suis toutes les semaines de Fightful que apparemment il aurait fait ça parce que le public popait un petit peu trop pour Rusev et voilà il voulait pousser un peu sa heel hit comme on dit. Il y avait des chants Rusev Machka qui retentissaient comme ça. Et donc Rusev mène largement le match, hein, pendant 10 minutes là vers la fin, et puis après ça fait un va-et-vient sur les 5 dernières minutes. Il y a eu du Superman Punch. Rusev casse 2 fois la collade à Reigns. Il y a un moment Reigns il arrive à s'en sortir. Il y a un deuxième moment où il touche la corde, et puis à la fin Reigns gagne grâce à un spear. Après quasiment 20 minutes de match. Vous n'étiez pas à SummerSlam, vous étiez à Raw, un Go Home Show. Et vous venez de voir un match, moi que je considère un excellent match, hein, vraiment un match niveau pay-per-view. Moi je trouve ça intéressant, si c'est fait très rarement, et d'ailleurs c'est fait très rarement, de nous donner un avant-goût, enfin la même affiche exactement au Go Home Show qu'au pay-per-view. Je me souviens que c'était arrivé il y a 1 an et demi quand on devait avoir une affiche Reigns Rollins pour je ne sais plus quel pay-per-view. Ils nous l'avaient fait 5 jours avant. Reigns avait gagné pareil, et puis finalement ils avaient bien fait puisque c'était la fois où Reigns s'était pété le dos ou s'était bloqué le dos et il n'avait pas pu venir au pay-per-view. Donc peut-être qu'on aura la même, qui sait. Mais moi je trouve ça, déjà on a eu un très très gros match, ouais, je suis bien d'accord, c'était beau, c'était spectaculaire. Du coup Reigns gagne et moi je trouve ça donne vachement envie de voir l'affiche à SummerSlam, parce qu'on se dit bon Rusev là il a perdu, donc il sait que pour défendre son titre il va falloir faire un truc, il va falloir élever le niveau, et en même temps Reigns il a gagné, mais du coup comme il sait que il est attendu, donc on se demande s'ils peuvent aller plus fort encore, et moi je suis assez intéressé par cette issue, mais comme je dis il faut pas que ça soit trop souvent qu'on nous spoil à l'avance les affiches, mais là, puisque ces deux mecs avaient envie de se mettre sur la gueule, on a trop souvent
lors du Go Home Show ou dans les weekly, les deux gars qui sont d'accord pour se mettre sur la gueule et le GM qui dit non, attendez, ça sera pour quand les gens payeront. Que bon, bah une fois de temps en temps qu'on dise ok, allez-y. J'ai bien aimé. Ouais, bah du coup ça prévoit du beau pour SummerSlam, hein, parce que le match il était vraiment très bon. Rousseff, c'était son Monday Night Raw, hein, ce soir-là. C'était vraiment la. Bon, on savait déjà qu'il était bon. Hein, Rousseff, il a quand même porté pas mal le show pendant un moment. Hein, déjà son premier règne de champion US, c'était déjà plutôt bien foutu. Mais là, on voit qu'il a quand même l'étoffe d'un main eventer au final. Hein. Et du coup, ça fait plaisir de voir un gros match comme ça en weekly. Les deux, ils sont quand même donnés à fond. Hein. C'était assez intense, assez violent, tout en puissance. Maintenant, j'espère qu'ils réussiront à sortir un truc aussi bien à SummerSlam, parce que ce serait un peu décevant qu'ils nous fassent un truc un peu tiède pour SummerSlam. Mais non, belle surprise, belle surprise. Ce main event qui rattrape un show qui était un peu mou, qui était pas voilà, c'est un go home show hein, en même temps, mais pour le coup, on avait vraiment un très très bon match pour un weekly. Moi, ça me dérange pas si on peut avoir ça quand même finalement assez souvent. Bon, tu peux pas le faire ça trop souvent non plus parce que ça demande quand même une construction. Mais au final, je suis content de voir que ça fonctionne aussi bien entre les deux, entre Rousseff et Reigns. Voilà, ça fait plaisir de voir que deux mecs comme ça arrivent en main event et nous claquent un match comme ça. C'est de bon augure pour la suite parce qu'il y a quand même des passages très moyens dans les Raw ces dernières semaines pour une nouvelle ère quoi. C'est un peu tiédasse, mais quand on voit ça, on se dit bon c'est bon, il y a quand même du potentiel au final. D'accord. Bon, et ben on va passer tout simplement à la note, au mot de la fin. Tout simplement. Je cherchais le mot de la fin. Je cherchais mon segment, je l'ai trouvé. Le mot de la fin. Un coup de gueule, un coup de cœur, assez rapide. On va demander d'abord à Raph avant qu'il nous quitte. Non, je suis très occupé, mais je suis là. Coup de cœur, et puisque je suis le premier, je pense que je vais peut-être vous griller le vôtre, mais ça va être Rousseff et Lana. Je trouve effectivement les deux excellents. N'oublions pas Lana qui est vraiment revenue à sa bonne place de manageuse sublime et vraiment très très intense. Et puis Rousseff, ouais, au micro, il est impressionnant, il fait peur, il est méchant. Sur le ring, il est spectaculaire. Non, là on a un très très bon duo. J'espère qu'ils tenteront plus de séparer le couple et c'était très très réussi leur prestation. Le coup de gueule, j'aurais dit Roman Reigns sur sa partie micro, mais il a assuré pendant le match. Le coup de gueule, c'est la storyline des titres tag team quoi. On s'en fout, ça nous fait chier. On a eu 2 matchs, 2 squash de chaque côté, c'était nul. Donc voilà. Et s'il faut noter, du coup c'est un Raw moyen, alors 2,5. Il faut noter. Alors, je vais commencer par les flops. Moi, je vais mettre Rollins et tous ces segments quand il parle tout seul. Là. Je sais pas pourquoi ils le font parler tout seul tout le temps. Et en top, je vais mettre pareil. Je vais mettre Rousseff parce que c'était c'était vraiment le plus impressionnant du show. C'était vraiment une sacrée prestation ce soir-là. Donc Rousseff définitivement. Puis au niveau de la note, il y a je vais mettre 2,75 parce que le main event c'était quand même quelque chose quoi. D'accord. Mon coup de cœur, ça va être Heath Slater. Voilà. Ça va être Heath Slater. Ouais, j'y pensais aussi, ouais. Même si j'aurais mis aussi le Rousseff Roman Reigns, mais
Bon, vous verrez dans le coup de gueule pourquoi. Mais donc Heath Slater, super marrant. À chaque fois qu'on le voit ces dernières semaines, c'est toujours un très bon moment. Et puis puis voilà, c'est dommage. Là c'était très court. Ces passages dans SmackDown la semaine dernière étaient juste géniaux, hein, donc géniaux plutôt. Donc si vous les avez pas vus, n'hésitez pas. Donc mon coup de gueule, tout simplement Rollins et Balor, les deux. Mais c'est pas sur eux en fait. Une nouvelle fois, c'est ceux qui écrivent ce show et les rivalités, etc. Et je trouve que cette rivalité Rollins-Balor est l'une des plus mal écrites du show en ce moment. C'est juste une calamité. Je trouve ça. Et je trouve ça un gâchis monumental parce qu'on a d'un côté un mec qui est juste excellent au micro quand on lui donne un minimum de matière, et de l'autre côté un gars qui a justement ce personnage et il suffirait juste de lui dire fais des promos plutôt simples mais où genre tu pousses un petit peu. Tu suggères un minimum que voilà il y a quelque chose qu'il a pas vu Rollins, il y a un truc au moment où il s'énerve, ou quelque chose du genre, mais donc voilà, j'en ai calme-toi, je suis fatigué de ce Raw. Allez, donne une note. Ma note, je devrais pas parce que Rusev et Reigns méritent plus, mais franchement si je prends le show en entier 1,5. Juste ça, il y avait que, enfin franchement tout ce que je retiendrai c'est Rusev contre Reigns, hein, de tout ce show. Il y a que ça et 30 secondes de Heath Slater qui est drôle. Mais voilà. Donc et puis oui à la limite Nia Jax, mais bon ça demande pas. C'est pareil, c'est pas ultra important et elle a pas de match à SummerSlam et surtout excusez-moi mais la hype pour SummerSlam à la fin de ce Raw, moi franchement heureusement que je me souviens de la carte, hein, parce que si on se souvient pas de la carte de SummerSlam, si on regarde juste ce Raw, si on n'a pas vu la WWE depuis un bail et qu'on regarde juste ce Raw, on se dit pas que wow SummerSlam ça va être ouf, on se dit juste ah ouais il y a Rusev Reigns ça va être bien. Il restera quoi dans les 3h30 de show en plus. Donc voilà. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est quand on regarde la carte, on se dit putain quand même là on a presque un WrestleMania matériel. On a des affiches de ouf. Il y a deux semaines ou 3, c'était beaucoup mieux booké. On se disait sur les forums que ça va être la folie. Et là, en 2 semaines, ils ont totalement. Les affiches sont toujours là, hein, mais on a moins envie de les voir. Enfin, on a envie de les voir, mais on est content d'avoir fini la road, quoi. On est content d'y être, enfin. Il y a toujours le handicap des 3 heures qui fait que les rows sont trop longs et puis je sais pas pourquoi ils veulent toujours booker des trucs un peu bizarrement. Mais bon. Ouais. Il se vend tout seul ce SummerSlam de toute façon. Ouais parce que c'est SummerSlam et juste le dernier truc, pareil, Lesnar Orton, excusez-moi mais montrez Orton genre 2 secondes. Juste dans une vidéo, quelque chose, quoi. Ah, mais ça, il faut regarder SmackDown, mon grand, tu verras. Ouais, voilà. Bon, j'espère bien. Donc, on va terminer ce podcast qui était un peu plus long que prévu. Mais, on vous remercie de nous avoir écoutés, et on va remercier, bien entendu, nos chroniqueurs, Raphaël, qui était en direct de Pékin, je le rappelle. Merci, Rafa, d'être passé. Mais ce fut un plaisir et puis à une prochaine. Et donc Ringside. Ouais, ciao. Tu fais quoi après l'émission? Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je fais quoi après l'émission et je regarde SmackDown comme un bon fan de la WWE qui crache sur tout. Bah oui. Bon, et n'oubliez pas que vous nous retrouvez sur YouTube, sur iTunes, sur PodCloud, Mixcloud et plein de trucs qui se finissent en cloud. N'oubliez pas aussi de nous glisser quelques commentaires et des questions, hein. Vous remarquez que maintenant on répond aux questions au début des podcasts. On essaie de le faire le plus rapidement possible. Et on vous souhaite une très belle semaine de catch. N'oubliez pas SummerSlam, hein, et NXT TakeOver, c'est un gros week-end. Bisous. Ciao.